Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Un nouvel organisme à l'Élysée, le FORIF. C'est le Forum de l'Islam de France. Il doit permettre de structurer les relations entre les pouvoirs publics d'un côté et le culte musulman de l'autre. Formation, de reconnaissance et de construction d'un statut, d'homologation, oserais-je dire, des imams. Censé remplacer le CFCM, le Conseil français du culte musulman. Il compte une 60aine de membres, des associatifs, des cadres religieux, des représentants de la société civile. Le FORIF, ce n'est qu'un forum, ce n'est même pas une association, il n'y a pas de statut, il n'y a pas de cadre et surtout il n'y a pas de président. Nous devons homologuer des formations universitaires, construire un système de gouvernance qui fait que des gens dont c'est la compétence sur le terrain pourront dire cette personne est imam, n'est pas imam, cette personne peut prédiquer, ne peut pas prédiquer. Est-ce à l'État d'organiser l'islam de France? Pour l'instant, vous dites non à 59%, ça baisse. C'est la première année de sa création, de ce forum de l'islam de France, reçu, en tout cas les représentants reçus à l'Élysée pour consolider ce premier interlocuteur avec l'État, Philippe. Oui, Cécile, Emmanuel Macron a salué, je cite, les solutions concrètes apportées par le FORIF pour le développement d'un islam des Lumières en France et a précisé, je cite encore, que ce sont les musulmans qui proposent leurs actions et non plus l'État qui leur dit ce qu'ils ont à faire. Alors pour vous, est-ce que c'est à l'État d'organiser une religion en France? Je rappelle que les églises sont séparées de l'État depuis décembre 1905. Vous êtes pour? Vous êtes contre? C'est une entrave à la laïcité. Venez nous le dire au 0826 300 300. Et notre invité, pour nous éclairer, Malik Bezou est avec nous. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes essayiste, auteur de France Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, et Ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. D'abord, forcément, tour de l'actu avec en tout cas nos vraies voix. Philippe Bilger. Alors avec prudence, ma chère Cécile et Philippe, j'avais cru comprendre que le gouvernement, enfin le pouvoir, souhaitait un certain nombre de garanties et d'obligations pour l'islam de France afin d'être persuadé qu'il correspondait bien à la règle républicaine. Et au fond, à partir du moment, si on était persuadé que l'islam de France était accordé sur les règles à mettre en œuvre, et si on était assuré de leur respect grâce à son intervention collective, il me semble qu'on pourrait répondre non à la question posée par Sud Radio. Il n'y a aucune raison, me semble-t-il, que l'État s'occupe de cela. René Chiche. Pour répondre tout de suite à la question, moi, la réponse est non. L'État peut éventuellement aider, encadrer, mais de là à organiser avec, en plus, sous-jacent, peut-être, voire même contrôler dans cette thématique d'organiser l'islam de France. Moi, je suis tout à fait opposé. Je trouve que, comme toutes les religions, l'islam peut tout à fait s'organiser elle-même. Par contre, malheureusement, et c'est pas ce que je pense, mais c'est lié un petit peu à toutes les affaires de terrorisme, etc. Je pense que l'État veut un petit peu peut-être contrôler ce qu'on appelle en termes de spécialistes l'islam consulaire, c'est-à-dire l'influence de certains pays étrangers sur l'islam en France. C'est peut-être ça en fait. Mais aider, encadrer, oui, mais pas organiser pour moi. Emmanuel Dupuis, rapidement. Bon, c'est une vieille affaire. On pourrait remonter jusqu'au divan napoléonien, on pourrait remonter au Concordat. Enfin bon, si on reprend juste les rapports. 1990, premier rapport avec Pierre Joxe, qui était ministre de l'Intérieur. Non, Pierre Joxe avait lancé la première étude pour savoir si oui ou non l'État devait régenter l'islam de France. Alors, moi, je dis non, bien sûr. Par contre, la lutte contre l'islam consulaire et les influences étrangères, je vous rappelle qu'en France, il y a à peu près 2500 mosquées. Enfin, lors du dernier rapport de mon ami sénateur Hervé Moret, en 2017, c'était le cas, avec des ingérences extérieures, notamment de la part de la Turquie. Donc oui, il faut réglementer cela par rapport aux messages qui sont passés. Par contre, c'est aux musulmans de France de choisir l'islam du juste milieu ou l'islam des Lumières que vous évoquiez. Malik Bezou, déjà pour qu'on comprenne bien la différence entre le Forum de l'islam de France et finalement le Conseil français du culte musulman. La différence entre les deux, c'est quoi? En réalité, il y en a un qui est en train de mourir et qui est moribond, c'est le CFCM. Ça a été acté par le ministre de l'Intérieur il y a peu, où il avait, pour ainsi dire, tourné la page du CFCM. Il ne faut pas laisser un vide. Il faut remplacer le CFCM par autre chose. Donc, d'où le FORIF. L'idée qui
Alors, pour répondre à la question qu'on s'est posée effectivement au début de l'émission, je serais aussi de cet avis. L'État, a priori, n'a pas à organiser une religion, un culte. Ça paraît assez évident. Mais il y a toujours eu des structures représentatives, enfin, entre guillemets, parce que tout est là, hein, finalement, dans le problème de la représentativité de l'islam de France. Aujourd'hui, le CFCM n'existe plus, pour ainsi dire. Et donc le FORIF a vocation à le remplacer. Alors il y a une Mais sur des rôles différents, sur quoi? En fait, a priori, lorsqu'on lit les écrits, en tout cas les volontés qui apparaissent, c'est que ce FORIF va s'appuyer sur des acteurs locaux pour gagner peut-être en représentativité. La grande difficulté, c'est que toute tentative par le haut, autrement dit par l'État, sera toujours quand même plus ou moins mal perçu par la base des fidèles, surtout qu'en plus en France, mais pas qu'en France d'ailleurs, en Europe et dans le monde entier, l'islam est traversé par des courants fondamentalistes qu'on peut pas minorer, c'est une réalité. Et ces courants fondamentalistes ont pignon sur rue et gagne du terrain. Donc, face à une tentative d'organiser l'islam par le haut, au fond, j'allais dire, c'est du pain béni pour les fondamentalistes, pour les extrémistes, en disant voilà, ils veulent vous nous récupérer, etc. Il faut pas céder, on va s'organiser nous-mêmes. Donc, il y a des luttes d'influence. C'est pas tant l'islam consulaire aujourd'hui, moi, qui m'inquiète, hein, parce que l'islam consulaire, à la limite, ça aussi, ça va peu à peu appartenir au passé. Non, ce qui est aujourd'hui le vrai enjeu, c'est l'avancée du fondamentalisme islamique. Il est là, le problème est là. Et le FORIF, je ne sais pas s'il aura la capacité de régler ça. Parce que l'enjeu est là. C'est ça. Philippe Bilger. Est-ce que ce que vous venez de très bien décrire, la lutte entre des courants qui sont apparemment réunis dans le FORIF, mais qui ont des tonalités et peut-être des philosophies, voire des pratiques très contradictoires, est-ce que c'est le rapport à la République qui est fondamental? Est-ce que certains considèrent que la foi est supérieure à la République et d'autres l'inverse? Ce serait ça le ressort, l'antagonisme principal? J'allais dire, alors la question elle est importante parce qu'on s'est posé, il y a un sondage à l'époque qui avait où il apparaissait que 30% des jeunes de confession musulmane placeraient la charia au-dessus des lois de la République. Alors le sondage... C'était plus, je crois. Hein. Oui. Je crois que c'était 60. Non, 30%. Ou 30 ouais. J'ai un doute. Il y a eu plusieurs sondages. De mémoire, j'avancerai ce chiffre, mais à vérifier en effet. Cela dit, c'est vrai que très souvent, ces jeunes, très peu cultivés dans les questions de théologie, confondent charia et foi. Et c'est vrai que la foi, j'allais dire, transcende tout, y compris, j'allais dire, la République. C'est quelque chose qui... vous interrogez des catholiques sur la question de l'avortement, des catholiques, comme dirais-je, qui rejettent l'avortement, ils vont effectivement appliquer la loi en n'empêchant pas les individus, en tout cas les femmes, d'avorter, mais ils n'en penseront pas moins en considérant que l'avortement est une infamie, etc. Donc la question est complexe. Ce qui est important surtout, c'est de limiter, en tout cas de combattre, et il est là le cœur du problème, le fondamentalisme qui vraiment se déploie partout en Europe, en France. Elle est là la question. Et Emmanuel Dupuis veut vous poser, vous interpeller. Oui, alors je vous pose une question et évidemment rebondir par rapport à ce qui a été dit sur la représentativité. C'est quoi, je crois, le fond du problème? Parce que jusqu'à présent, on avait une représentativité par rapport au mètre carré. Et donc en fait, c'était les plus grandes mosquées qui avaient le plus de représentants de l'islam de France. Alors le problème de l'islam consulaire est là, pour le coup, particulièrement impacté. Car les plus grosses mosquées sont celles qui sont financées par les États qui peuvent se le permettre. La mosquée de Mulhouse, qui est une des plus grandes mosquées d'Europe. La mosquée de Paris, qui est une des mosquées les plus historiques d'Europe, mais dont on sait la filiation ou la proximité avec l'État algérien. Donc ça, je crois que c'est un élément important. Mulhouse, c'est avec la Turquie, c'est ça? Turquie. Oui, avec Mili Geluch. Oui, mais payé aussi par le Qatar, accessoirement. Okay. Il y a une logique à ce que les deux soient associés. Mais je crois que c'est important de changer un peu la représentativité à l'intérieur du système, du FORIF ou du Conseil donc du Conseil supérieur, le Conseil français du culte musulman. Alors, encore une fois, on ne va pas revenir sur la responsabilité de l'État. Il y a quand même
particularité, c'est que l'islam sunnite n'a pas de clergé, donc il n'y a pas de représentation. Et qu'à un moment ou à un autre, il faut que la représentation s'impose par elle-même. Jusqu'à présent, on a tenu compte de cette représentativité par mètre carré, donc les associations les plus structurées avaient plus de représentants, ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus représentatifs. Et je crois qu'il faut trouver le viatique qui permet que chaque communauté, chaque forme d'islam, il y en a plusieurs en France, vous l'avez mentionné, puisse être représentative aux yeux d'une autre particularité, c'est que s'il y a bien 6 millions de Français qui sont de tradition musulmane, ça ne veut pas dire qu'ils sont tous croyants. Ouais, tout à fait. Ou qu'ils sont tous pratiquants. Tout à fait. Oui, effectivement, ça c'est important de le dire et de le rappeler. L'islam de France, ce qu'on appelle la communauté musulmane de France, je préfère parler de composante musulmane de la nation, expression qu'on doit à Raleigh Bencher, qui n'est pas mon expression, mais que je trouve tout à fait adaptée. Je la préfère au terme communauté. Cela dit, oui, cette composante musulmane est beaucoup plus hétérogène et beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Elle est traversée aussi par des courants agnostiques, des courants réformistes, par l'athéisme. Il ne faut pas tomber dans ce travers consistant à penser que l'islam de France est un bloc homogène acquis aux thèses intégristes. On est loin de ça. Mais c'est une réalité qu'il ne faut en aucun cas minorer. Les attentats, Samuel Paty, enfin tous ces drames et ces tragédies sont là pour nous le rappeler. Maintenant, pour l'islam consulaire, en tout cas, du coup j'ai perdu le fil de mon propos, mais oui, il y a une hétérogénéité évidente de l'islam de France qu'il convient de mettre en avant. Et puis il faut comprendre aussi quelque chose, c'est que l'islam de France, c'est quelque chose de nouveau. C'est jeune et il faudra du temps. Il faut aussi laisser le temps au temps. La France a été construite par le christianisme, c'est une évidence. Le judaïsme existe depuis très 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 longtemps en France. L'islam est très récent finalement, donc il faudra du temps. Lorsqu'on tient aussi compte de la complexité des rapports entre la France et l'histoire du Maghreb, l'histoire coloniale, plus ou moins refoulée, etc. Enfin, tout ceci effectivement est compliqué, mais moi je suis optimiste. Le temps va arranger les choses. Et c'est une question donc de temps. René, j'aurais juste 2 petites questions à vous poser. Est-ce qu'on peut envisager dans un court ou moyen terme un grand imam de France, comme il y a un grand rabbin? Et deuxième chose, est-ce que si les imams étaient payés comme les rabbins, les pasteurs ou les catholiques, si je ne me trompe pas, par l'État, ils sont payés par l'État. Ils ne sont pas payés, non, uniquement en Alsace-Moselle, dans les lieux de concordat. Alors, est-ce qu'on peut envisager, que les imams soient payés par l'État, par exemple en France? Alors il faudrait que ça soit vrai pour tous les représentants religieux, mais la loi de séparation, à part l'Alsace-Moselle qui était sous le statut du concordat, qui était allemand quand la loi de décembre 1905 a été votée, qui le permet. Mais sinon, la loi de 1905 de séparation. Et l'idée d'un grand imam de France, ça peut être une idée à titre personnel que je considère comme intéressante. Le fait qu'une personnalité qui a les outils intellectuels, qui a une très bonne connaissance de l'histoire de France, de la culture de France, puisse effectivement servir de référence théologique, sachant qu'effectivement dans l'islam sunnite, il n'y a pas de clergé. Malik Bezou, avant d'aller au 0826 300 300, je vous posais une question courte. 90% des musulmans de France, à part la communauté turque, vient du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Je pense qu'on est tous d'accord. Comment se fait-il que des pays comme l'Arabie Saoudite ou le Qatar, alors la Turquie c'est différent, on parlait de Mili Gelouch tout à l'heure, subventionne les mosquées en France alors qu'il n'y a pas de musulmans d'origine saoudienne ou qatari en France, ou alors en quantité infinitésimale. C'est ce que disait, comment dirais-je, un ancien diplomate français qui a écrit des livres sur le sujet. Il parlait de diplomatie wahhabite. L'Arabie Saoudite a vend du pétrole. Ils sont riches en pétrole, en effet. Mais ils ont été aussi le premier producteur mondial du fondamentalisme islamique, c'est-à-dire le wahhabisme, et qui a contaminé la planète entière. Donc l'objectif de ces pays-là, y compris le Qatar, c'est d'avoir une influence via les mosquées, contrôle des fidèles, pour que ces fidèles soient, comment dirais-je, acquis à leur comment dirais-je, ne soient pas anti-Arabie Saoudite, enfin, c'est un levier d'influence sur les masses musulmanes, même s'ils ne sont pas originaires du Qatar ou d'Arabie Saoudite. Avant de prendre Olivier, notre auditeur, vous dites tout à l'heure que finalement, plus on va s'occuper de l'islam, plus les musulmans feront d'une manière ou d'une autre de l'ingérence pour finalement qu'on ne les tienne pas, en fait. C'est ça le problème. Donc à quel moment on est dans une société laïque, à quel moment on s'occupe d'une religion? C'est ça que je comprends pas, en fait. Vous citez parfaitement le paradoxe français, qui est d'essayer d'organiser une religion, alors qu'en principe,
ce n'est pas, comment dirais-je, une prérogative de l'État. Donc c'est déjà problématique en termes, j'allais dire, philosophiques. Et puis deuxièmement, ça peut être perçu, et c'est perçu par la base, par une partie importante de la base, comme une ingérence, comme du paternalisme, comme un reliquat des temps coloniaux, etc. Donc c'est à double tranchant. 0826 300 300, Olivier est avec nous. Olivier, vous vouliez réagir sur ce sujet? Mais j'écoute bien parce que j'écoute, je fais des comparaisons avec ce que je sais, ce que j'ai appris. Là, on est en train de dire que l'islam, ils vont s'étendre, se faufiler un peu de partout. Mais ça me rappelle le début du christianisme. En réalité, les Romains, ils n'en voulaient pas. Et on faisait des réunions secrètes quand j'écoutais que le catéchisme, on nous racontait, on le voit dans les films, ils font des réunions secrètes, ils se réunissent, ils essayent de s'implanter partout. Donc on arrive au même résultat. Hein, mais disons qu'à l'époque c'était une chose, maintenant ce qu'on a fait nous, on ne veut pas que ça se reproduise. Et c'est ça qui me fait marrer. J'ai discuté avec j'ai des copains musulmans, bien sûr, j'avais des ouvriers musulmans. On parlait beaucoup de religion, beaucoup, parce que ça m'intéressait. Et j'en ai un qui m'a fait rire parce qu'il m'a dit, vous avez eu votre Moyen-Âge, l'Inquisition, la religion très forte qui s'imposait par rapport à la royauté. Et il me dit, nous, on est à notre Moyen-Âge, on essaye de s'imposer partout. Alors, ça m'a fait rire, ça m'a fait sourire. Puis j'ai dit, mais attends, disons que ce qu'on a fait nous, ça vous a pas servi de leçon. Pourquoi vous faites pas mais je pense qu'on est dans un système, surtout on parlait d'Arabie Saoudite, c'est le berceau de l'islam. Oui. Les gens ils vont à la Mecque. La Mecque c'est là-bas, donc c'est le Graal. Tous mes ouvriers sont partis à la Mecque. Bah oui, on imagine bien. Olivier, bougez pas. On a juste une question de Philippe Bilger. Restez avec nous. Dans le micro. La réflexion d'Olivier me fait penser à une argumentation qu'on entend très souvent. Il y a les pessimistes sur l'évolution de l'islam en disant jamais l'islam ne parviendra d'une certaine manière à avoir un rapport pacifié avec la République. C'est pas du tout comme les autres religions, et d'autres au contraire, comme Olivier, si j'ai bien saisi, ils disent il faut attendre au bout d'un certain temps. Quel est votre point de vue là-dessus? Conquête ou pas conquête en fait, c'est ça le truc. Mon point de vue, c'est qu'effectivement les choses vont aller en s'améliorant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en réalité, toute la violence qui s'exprime, l'intégrisme, Daesh, etc., en fait, sont révélateurs d'un islam qui est en crise. La crise doit passer. Et derrière cette crise, parce que c'est une crise au fond de la modernité, c'est un islam qui n'arrive pas à s'adapter à un monde à se réformer peut-être, à s'adapter. Quand je dis adapter, donc forcément il y a réforme, parce qu'au 19e siècle l'islam a connu un mouvement de réforme mais qui a échoué dans un contexte d'effondrement de l'Empire ottoman, etc., d'où réaction avec l'apparition des frères musulmans. L'islamisme est une réaction en réalité. Au fond, l'intégrisme, le fondamentalisme islamique et l'islamisme sont des réactions d'un monde musulman aux abois sur le plan civilisationnel. Le monde musulman est en grande difficulté et il réagit avec des anticorps de défense par rapport à une Europe perçue comme athée, matérialiste, etc., par ces mécanismes donc d'agressivité que sont l'extrémisme, l'intégrisme, etc. Mais au bout du compte, à mon sens, il est évident qu'on va aller vers des choses apaisées. C'est un passage nécessaire, dramatique. Vous y voyez plus une faiblesse qu'une force. Complètement. Complètement. C'est intéressant. Merci beaucoup en tout cas Malik Bezou d'avoir été avec nous. Essayiste, auteur de France, Islam, le choc des préjugés, publié chez Plomb, à lire absolument. Et puis ils ont trahi Allah, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Dans un instant, le moment, c'est le pic de l'émission. Le pic. Voilà, je peux pas vous dire mieux. C'est-à-dire que tous les sentiments vont c'est une péninsule. Absolument. Tous les sentiments vont s'entrechoquer. Là, ça va se bagarrer. Là, on va avoir des enfants de 14 ans. C'est le quiz de l'actu. On n'y peut rien, c'est comme ça. Restez dans vos voitures, mais garez-vous, voilà. Sortez de votre bain, voilà. Mettez-vous dans un endroit clos, tranquille. On arrive, bougez pas tout de suite.